Bienvenue à l'émission Questions d'actualité qui reçoit pour vous aujourd'hui M. Jérôme Bonso. Il est président de la Ligue nationale pour les élections libres et transparence. Nous aurons l'occasion de présenter cette émission avec quelques consoeurs. Esther Abedi de Africa TV. Bonjour Esther. Bonjour Blaise. Élisée Odia de Congo Web. Bonjour Élisée. Bonjour Blaise. Et enfin Irène Makindo de RTVS1. Bonjour Irène. Bonjour. Monsieur Jérôme Bonso, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous commençons cette émission par la dernière actualité, c'est bien la démission de l'abbé Apollinaire Malou du poste de président de la CENI. Votre réaction? Oui, nous avons tous appris hier, c'était un coup dur où la décision de monsieur abbé Apollinaire Malou est intervenue au moment où nous cherchons encore comment on peut relancer le procès électoral congolais qui est dans l'impasse, et la nouvelle est arrivée. La nouvelle est arrivée, ce n'est pas une démission volontaire, mais c'est sa démission pour des raisons de santé. Pour raison de santé. Là, on ne peut pas forcer la santé d'un être humain, tout ce qui est cher sur la terre des hommes, c'est la santé tout d'abord, le reste après. Mais nous pensons que là où il est, et nous lui souhaitons bonne guérison, que le procès électoral va en pâtir. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Selon la loi organique, portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, dans un de ces articles prévoit, en cas de démission, et on va procéder à la désignation d'un autre animateur en se référant à sa composition, sa composante. Sa composante, c'est organisation de la société civile, et on va, ceux qui ont suivi le communiqué de la présidence et du gouvernement, il a été question de demander de se référer à la composante société civile. Les organisations de la société civile, toutes tendances confondues, vont essayer de réfléchir pour voir si M. Abbé Malou est parti. C'est un fin technicien en la matière électorale, c'est un fin expert en la matière électorale, et pendant cette période de turbulence, nous devons chercher aussi un autre technicien, un autre fin expert en matière électorale pour qu'il puisse être désigné par ses pairs qui sont les membres des organisations de la société civile. Mais ce qu'on a toujours déploré dans notre pays, c'est, vous savez, quand il y a ce genre d'opportunités, vous verrez, et tout le monde fait tout le monde. Et quand même, on sait que nous avons, notre pays a eu Congo Airways, a eu des avions, quelqu'un qui n'a jamais même été dans l'avion, mais il va postuler pour être copilote ou bien faire n'importe quoi. Parce qu'il y a du job, il doit y aller. Mais si on s'en tient à la rigueur de la technicité, de la compétence électorale, nous pensons que le Congo en égorge pourtant, et les organisations de la société civile, il y en a autant, et ils vont faire un choix judicieux pour celui-là qui ne va pas passer là-bas comme amateur, mais plutôt comme un technicien et qui va relancer la machine électorale. Élisée? Alors, on sait que la société civile de la RDC, c'est carrément une nébuleuse. Hein. On se rappelle de ce qui s'est passé pour arriver quand même à trouver un consensus qui, du reste, a été décrié autour de Malou. Vous pensez que cette fois-ci, on peut y arriver? Quels sont les critériums qui peuvent être mis en avant pour essayer d'avoir la personne, j'allais dire, idéale? L'oiseau rare. Oui. La société civile congolaise n'est pas une nébuleuse, madame. C'est la société civile congolaise qui fait vivre la démocratie à l'interne, parce que chaque société civile est divisée dans sa thématique. Ils vont voir quelle thématique qui va statuer sur la question de M. l'abbé Apollinaire. La thématique élection, éducation civique et élection, va se pencher là-dessus. On ne va pas recourir à la thématique environnement, conservation de la nature. Mais quand tu as un débat interne, oui, c'est ça la démocratie, on va arriver à un résultat, à désigner quelqu'un qui va remplacer valablement M. l'abbé. Se référer carrément à la confession religieuse, parce que Malou vient de là. Il faudrait un pasteur, un homme d'église, d'après vous? Madame, lisez la loi. C'est le législateur congolais. Le législateur congolais n'a pas mis dans la loi portant organisation fonction de loi organique. Il faut forcément un pasteur. Non, c'est pas dit la loi. Ce sont les gens qui interprètent mal la loi. La loi dit qu'on doit recourir, même le communiqué de la présidence, on doit recourir à la société civile. Aussi, notre État, quand vous dites qu'on doit se référer aux confessions religieuses, c'est comme si l'État congolais... Non, c'est une proposition. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit qu'il faut peut-être passer par les confessions religieuses. Réfléchissons aussi par absurde. Nous disons, si on aurait dit que le législateur congolais aurait dit que cette partie conviendrait aux confessions religieuses, à ce moment-là, l'État congolais n'est pas un État laïque. Notre État, c'est un État laïque. Parce qu'il y a ceux-là qui ne se retrouvent pas dans des confessions religieuses. Et la raison pour laquelle l'État congolais n'est pas laïque, et la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI prévoit, on doit se référer à la composante société civile, pas confession religieuse. Je crois que c'est l'un des critères qui a prévalu la dernière fois pour aboutir à la désignation de Malou. Oui, parce que vous savez,
que nous sommes leaders partis d'où? Quand nous sommes venus de Sun City, on a dit qu'il faut mettre quelqu'un qui pourrait être au milieu du village, un ouen de Dieu. On en a eu 2, 3 fois, ouen de Dieu. Mais on est arrivé au résultat que ouen de Dieu parfois n'était pas en communication directe avec le Dieu, le Père. Mais à vous entendre parler, M. Jérôme, c'est comme si vous aviez des ambitions pour prendre ce poste. Non, le problème n'est pas d'avoir de l'ambition, le problème c'est de faire une analyse froide de la question électorale. Parce que là, nous disons qu'il faut éviter des confusions. Il faut éviter que certains collègues qui se comporteraient, entre guillemets, comme Tobadou, pour dire, voilà l'opportunité. Il faut se peser, il faut peser son background. Je parle parce que vous avez parlé des critères. On va mettre des critères. Qui a fait quoi dans le domaine des élections? Parce qu'il ne suffit pas de crier élection, élection. On dit, va faire l'élection. C'est comme tout le monde crie sida, sida. Mais pour faire le dépistage, on se réfère à INRB. C'est l'INRB qui doit donner, qui doit servir. Tandis que les autres en ont chanté, en ont fait. Ils ont composé des musiques, mais ils ne sont pas habilités à faire des diagnostics technique et scientifique pour dire tel monsieur, on doit certifier, il est zéro positif. Esther? Mais justement, on a pris l'habitude de voir la CENI être animée au premier plan par des confessions religieuses et que la société civile l'a cautionné déjà en 2000, fait dans les renouvellements du bureau, déjà en 2011, même quand on a voulu renouveler les bureaux après le départ de Ngoï Mulunda, on est revenu sur Malou Malou parce que ça prévalait à la faveur de sa confession religieuse. Bon, je ne sais pas, à votre avis, vous pensez que vous allez changer les habitudes si facilement? Non, on n'a pas... quand M. l'abbé est venu pour la deuxième fois, ce n'était pas parce qu'il était moine. Non. Au départ, il était contesté même par le moine. Mais on a recouru à M. l'abbé Apollinaire parce qu'il était technicien. Il était technicien et il maîtrisait la question électorale. C'est ce qui a primé à ce... Mais quand vous évoquez la composante société civile, nous savons tous que beaucoup des opérateurs de la société civile sont pris comme des opérateurs politiques. Il y en a de ceux qui ont une figure complètement de la majorité, d'autres de l'opposition. Mais comment vous allez concilier justement toutes vos orientations pour être sûr que cette fois-là, vous nous présenterez quelqu'un qui soit réellement d'une société civile et qui requiert les consensus même populaires? Madame, il faut faire la part des choses. Société civile en tant qu'organisation de la société civile et l'individu de la société civile. L'individu doit jouir de tous ses droits au regard de la loi fondamentale, notre constitution. Mais quand il va jouir en tant qu'individu, c'est un individu, il s'en va, le mouvement associatif reste continuer. Mais ici, dans le cas précis, si quelqu'un exprime ses ambitions, ses opinions, ça n'engage pas le mouvement associatif congolais. Parce que, qu'est-ce qui est différent de la société civile des organisations partis politiques? Dans nos statuts, nous qui sommes des organisations de la société civile, avant que les statuts puissent être agréés par le ministère de la Justice, on dit le but, la mission, c'est ne pas conquérir le pouvoir. Objet. Tandis qu'un homme politique a l'ambition de conquérir le pouvoir, de l'exercer, de le conserver. Ce n'est pas le cas de la société civile. Mais s'il y a un individu qui vient, parce que c'est là où notre population, notre opinion a tout intérêt à bien s'intégrer, à faire la part des choses d'un individu et organisation de la société civile. La CENI, c'est une institution citoyenne d'appui à la démocratie, mais déjà qu'il n'a pas été possible d'avoir essentiellement des techniciens pour animer les bureaux de la CENI. Vous pensez qu'avec la démission du président de la CENI, donc l'abbé Malou Malou, les opérateurs politiques n'y trouveront pas une opportunité pour reconfigurer les choses? Bien entendu, nous connaissons les débats de la semaine dernière où beaucoup ont levé leur temps pour voir les bureaux de la CENI soit démissionner ou encore être réorganisés autrement. Parce que nous avons une CENI de composantes. Une CENI de composantes, c'est comme un panier à crabes. Et c'est pourquoi dans nos études, nous avons dit, l'idée originale, quand nous sommes partis de Sun City, quand on a voulu avoir un pouvoir organisateur des élections autonomes et indépendants, on a mis sur pied la commission électorale indépendante. Et il était question que cette institution puisse être animée complètement, spécialement par les animateurs de la société civile, et qui devaient être là. Mais le politique en a profité pour infiltrer ces gens. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est le politique qui est faiseur de roi. Parce que le politique, s'il décide aujourd'hui, on doit faire partir quelqu'un, on doit faire partir, pour votre information, quand le Ouen de Dieu, révérend Dr Daniel Guimoulounda a été viré avec son équipe, c'est à l'unanimité entre des familles politiques, majorité et opposition, on a fait partir. Mais qu'est-ce que la société civile a fait? Nous nous sommes posé la question, où est l'indépendance de la société civile? Mais la société civile, elle subit, mais vous êtes à la solde. La société civile est à la solde des politiques alors. On n'est pas à la solde de la politique. La société civile fait son travail. La société civile a fait entendre la voix. Si aujourd'hui
je suis fier. Quand hier j'ai vu mes collègues, 4 collègues de la société civile tunisienne avoir le prix Nobel, pour avoir amené le peuple tunisien et les acteurs politiques tunisiens autour d'une table au dialogue. Hier, ils ont eu prix Nobel, syndicats droits de l'homme, ils ont eu prix Nobel. Voilà le rôle de la société civile à travers le monde. Voilà le rôle de la société civile que nous aussi nous sommes en train de nous inspirer, parce qu'aujourd'hui, quelle image on donne à la société civile par l'homme politique congolais? Non, infodé pour affaiblir. Mais non, la société civile ne va pas disparaître à cause d'un discours politique pour dire tel est infodé, tel. Non, la société civile, maintenant c'est un mouvement mondial. Et comment gérer justement les ambitions politiques qui naissent à gauche, à droite pour animer la CENI, notamment fait le poste de président? Nous pensons que cette fois-ci, la classe politique ne va plus commettre l'erreur commise antérieurement pour dire tel. On doit laisser la chance aux structures qui travaillent sur la thématique élection. Il y a des compétences. Ces structures vont se réunir et dresser la liste de leurs candidats. Ils vont transférer, ils vont envoyer ça au bureau de l'Assemblée nationale, selon la procédure qui est prévue par les législateurs congolais. Et l'Assemblée nationale va statuer là-dessus et il va acheminer la liste, le candidat à la présidence de la République, et le président de la République va prendre une ordonnance pour qu'on puisse l'installer. Monsieur Jérôme, je rappelle que vous êtes président de la Ligue nationale pour les élections libres et transparentes. Quel est le portrait robot d'un président de la CENI pour la société civile? Pour la société civile, un portrait robot, c'est simple. Parce qu'on doit faire... Quelle est la mission de ce monsieur qui va conduire, par exemple, l'avion? Est-ce qu'il a une formation en la matière? Est-ce qu'il a un background? Est-ce qu'il a une expérience et expertise? Est-ce que cet homme-là, c'est une renommée nationale et internationale? Est-ce que cet homme-là, il a déjà fait preuve sur le plan national? Est-ce que cet homme-là a déjà créé... Parce qu'aujourd'hui, le problème des élections, c'est quoi? C'est à voir comment on est arrivé à créer, par exemple, la littérature électorale. En ce qui concerne nous autres, l'Afrique subsaharienne. Mais si aujourd'hui, on s'hasarderait de recourir encore à un ouen de Dieu, croyant qu'il va être en contact avec Dieu le Père, il va nous donner... Vous avez des problèmes avec les hommes de Dieu ou quoi? Non, parce que l'opinion congolaise dit, c'est là, on va puiser. Même nous, même la presse qui lit les textes et les lois, qui a vu que le législateur a dit que cette place revient à la composante société civile. Mais on n'a pas dit confession religieuse est une composante, c'est une sous-composante de la thématique de la société civile. Et on va voir si cette confession religieuse travaille dans la thématique élection ou bien travaille dans la thématique mobilisation des masses. En tout cas, ça n'a pas marché. Hein, la dernière fois, thématique, mais on se rend compte bien que vous répondez à ces critères-là. Mais parle-nous, là, vous aviez dit tout à l'heure que le processus est en pleine impasse avec cette démission. Pendant ce temps, on est en train de poursuivre avec le réaménagement du calendrier électoral tel que suggéré par l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Là, comment on fait? On arrête tout? On attend d'abord qu'on puisse terminer avec le remplacement de l'abbé Maloumalou pour qu'on puisse continuer avec le réaménagement du calendrier électoral. Comment on fait? Comment ça doit se passer d'après vous? La Commission électorale nationale indépendante, c'est une institution. Une institution à des cadres. Une administration. Dans d'autres pays, quand il y a élection, quand il y a vacances, c'est l'administration qui fait le travail. Prenons le cas de la Belgique. La Belgique a fait 2 ans et demi sans gouvernement. Avec une administration forte, c'est loin d'être le cas en RDC quand même. Déjà qu'on n'a pas une administration électorale, est-ce que votre hypothèse va tenir? La CENI, nous avons organisé les élections en 2006 et en 2011. Nous avons une administration qui a déjà une expérience et une expertise en la matière. Du moins, ce que vous voulez dire, c'est le manque de motivation à cette administration. Mais l'administration de la Commission électorale indépendante doit être une administration, et c'est une administration différente de l'administration de la fonction publique. Parce que quand vous parlez, vous donnez à l'opinion congolaise, les agents de la CENI sont de l'administration, on va voir l'image de la fonction publique. Non, c'est une administration spéciale qui a des motivations à part. Et de cette motivation, pour répondre à votre question, la machine continue. La CENI continue à faire son travail, même si le président n'est pas là, mais les administrateurs, il y a de grands directeurs à la Commission électorale indépendante, il y a des agents qui sont vraiment outillés, ils font du travail. Celui-là qui vient, c'est pour le politique. C'est pour donner l'impulsion politique, pour faire marcher la machine. Mais la machine de la CENI ne marche pas du côté du président seulement. Le président donne l'impulsion politique. C'est parti de l'agenda du président qui peut aller mobiliser le fonds, qui bloque le processus électoral, qui n'en a pas, on va en parler. C'est à partir d'un homme qui a cet agenda-là, qui va bousculer le mur pour dire, nous sommes déjà en retard. Le processus électoral congolais, il venait de le trouver dans l'impasse et au bord de la dérive, et il doit bousculer. Pourquoi au bord de la dérive? Parce qu'il n'y a pas de moyens financiers. Qui est cet homme qui peut mobiliser le moyen financier à l'heure qu'il est? Est-ce que le vice-président de la CENI, qui est du PPRD, doit continuer à engager cette institution?
L'administration fait quoi? Dit quoi? En cas de vacances du président, il doit C'est engager. Pendant une période. Ça ne risque de ne pas poser de problème parce qu'il est de la composante majorité. Certaines de ces décisions risquent de... Le législateur l'a prévu. En cas de vacances, c'est Dieu qui le remplace. Parce qu'on a vu que pourquoi aujourd'hui on dit maintenant on doit mettre fin à l'intérim. L'intérim ne doit pas aller jusque-là. Ça a pris le temps que ça a pris. Maintenant, la présidence a compris, monsieur Sûr demande même de monsieur l'abbé, pour dire ça, je n'en veux plus. Ça ne va pas avec mon état de santé. J'arrête. Et maintenant, on dit comment on arrête? C'est lui qui va le remplacer. C'est de la société civile. Il ne sera pas de parti politique auquel vous faites allusion. Actuellement, il y a un vice-président, c'est ce que je suis en train de dire. Oui, il engage, il pose les actes conformément à la loi. Politiquement parlant, c'est bien pour le pays? Parce que vous savez, quand on est membre de la CENI, la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale indépendante, dès qu'un membre de la CENI prête déjà serment, il se débarrasse on se débarrasse de son costume de parti politique. Mais du moins, on reste dans le mental du Congolais, on connaît ses origines. Mais quand on a, c'est comme une maman quand c'est sa mari, quand vous partez dans votre famille, belle famille, vous n'avez plus de tendance à rentrer toujours chez vous, à avoir des directives de vos parents, vous dites non, non, je me trouve maintenant dans un autre camp. C'est ça l'indépendance. C'est ce qui pose aussi problème, qui crée la suspicion au niveau de la classe politique, notamment. On n'a pas confiance aux animateurs de la CENI. Est-ce qu'on arriverait un jour, avec les animateurs qui sont là, dire qu'on peut croire aux élections en RDC? Oui, le problème c'est quoi? Il y a crise de confiance. Et au niveau de la Commission électorale indépendante en tant qu'institution, et au niveau des animateurs, c'est pourquoi nous disons qu'à l'heure qu'il est, qu'on puisse déboucher sur un candidat président de la CENI qui puisse reconstruire la confiance de la population dans le processus électoral. La confiance de la population dans le processus électoral s'exprime à travers les animateurs, à travers celui qui va remplacer M. l'abbé Maloumal. Irène Makindou. Monsieur Jérôme, vive vos démarches. Aujourd'hui, Maloumal n'est plus. Vous nous avez montré votre portrait, il y a quelqu'un qui peut remplacer Maloumal. La société civile nous disait que non, Maloumal ne travaille pas bien. Vous avez donné de problèmes qui étaient à la CENI, mais aujourd'hui il n'est plus. Qu'est-ce que vous avez à dire? On n'a rien à dire. On n'a pas dit que Maloumal ne travaille pas bien. Aucune organisation de la société civile, à moins que cette organisation travaille dans une autre thématique que moi je ne connais pas. Personne n'a dit ça. Nous avons dit, la CENI c'est notre institution. Oui. C'est notre enfant. C'est nous qui avons engendré notre enfant. On ne voit pas, on serait mal à l'aise de voir comment on va traîner cet enfant dans la boue. C'est pourquoi nous devons sauver la CENI. Mais on sauve la CENI, pas l'individu. On soutient l'institution et non l'individu. On tient à ce que le processus électoral puisse mener au bon port. Et c'est ça la mission du pouvoir organisateur des élections. Vous évoquiez tout à l'heure les manques de moyens, que la CENI n'a pas pu atteindre ses objectifs par faute de moyens, que les présidents de la CENI étaient appelés à mobiliser de moyens. Mais à l'heure où nous sommes, on aurait dû déjà avoir quelques étapes pour démarrer avec les élections. Que faire pour pouvoir atteindre justement les objectifs, sinon réaliser les calendriers proposés par la Commission électorale nationale indépendante? Là, vous me posez la question de faire un petit état de lieu. État de lieu, c'est quoi? Allez-y. La première tentative, parce que la Commission électorale nationale indépendante a avancé 3 tentatives de planification, organisation des élections qui ont tous échoué. La première tentative date du 30 janvier 2014, quand monsieur le président de la CENI est descendu à la représentation nationale pour présenter ce qu'on appelle feuille de route, le 30 janvier 2014. Dans sa feuille de route, il a présenté le budget qui comportait 4 rubriques. Première rubrique, rémunération du personnel. Deuxième rubrique, opération. Troisième rubrique, investissement et fonctionnement pour une enveloppe de 320 millions de dollars. L'Assemblée nationale a voté 166 millions de dollars. Et le gouvernement a débloqué 55 millions de dollars. Et le reste était tombé en liquidation au regard de la loi financière. La CENI n'a pas pu faire à bonne date, comme l'avait mis dans son document feuille de route, les élections. Ça a échoué. Maintenant, deuxième tentative d'organisation des élections, c'est le 26 mai 2014. La CENI publie le calendrier électoral partiel pour faire les élections locales. Mais il y a eu une opposition, une opinion qui a critiqué ce calendrier, la population, la société civile, les partenaires techniques et financiers et la communauté internationale. Nous n'avons pas besoin de calendrier électoral partiel. Mais la CENI attendait l'argent du gouvernement. Elle avait exprimé des exigences dans ce calendrier pour commencer déjà à faire ce travail. Et ce calendrier a échoué, c'est tombé. Parce qu'il y a eu pression. Les partenaires ont dit nous n'allons pas donner l'argent si nous ne voyons pas le calendrier électoral global. Et la CENI, en date du 12
février 2015, a publié le calendrier électoral global. Mais dans ce calendrier électoral global, on a épinglé 23 contraintes externes liées à l'organisation des élections dans notre pays, où la CENI a responsabilisé les institutions habilitées à l'aider pour mettre le processus électoral sur le rail. Mais à notre grande surprise, en date du 15 juin 2016, quand l'Assemblée nationale a fait la clôture de la session ordinaire, la CENI avait demandé, il avait donné des exigences, un certain nombre sur le 23 exigences, mais nous avons épinglé les exigences les plus importantes. C'est entre autres, c'est quoi? C'est l'actualisation du plan de décaissement. Et la CENI avait dit date critique, vous me donnez ça au plus tard, le 22 février 2014. Mais la CENI, quand on a clôturé l'Assemblée, la CENI avait déjà un retard de 150 jours. Il a demandé un retard. Et tous ces retards ont fait assez que la CENI n'a pas pu exécuter le calendrier électoral global. Et maintenant, le calendrier électoral global, étant donné qu'il n'a pas eu le moyen matériel financier, ça n'a pas pu être exécuté, est devenu flottant, irréaliste et irréalisable. Maintenant, à qui incombe la responsabilité? Ça incombe à nous tous. Est-ce que la responsabilité... Attends, qu'il établisse d'abord ses responsabilités. Ça incombe à qui? Oui, à toutes les parties prenantes au processus électoral. Qui est partie prenante au processus électoral? Le gouvernement. Le partenaire technique et financier, la communauté internationale qui doit financer, c'est quoi? L'opposition qui devait aussi mobiliser la population pour mobiliser le fonds, la majorité qui devait faire, et nous aussi, société civile, nous tous, nous nous sommes trouvés devant un fait accompli. Et pour preuve, parce que les élections de 2016, ce sont les élections qui entrent dans le cadre d'une exigence constitutionnelle. La loi fondamentale, 90 jours, on doit organiser les élections avant fin mandat du président de la République. Et la CENI a bien indiqué dans son calendrier électoral global, tout le monde attendait, mais jusqu'en février, jusqu'à nos jours, l'argent n'est pas entré là-bas. Monsieur Jérôme, alors qu'est-ce qu'il faut pour que le processus électoral se débarrasse des béquilles pour marcher? Oui, on va y arriver. On va y arriver pour répondre à votre question. Mais quand on a demandé l'argent, moi, Jérôme, jusque le 7, je croyais que la CENI a déjà l'argent parce que nous sommes ligués pour que les élections aient lieu dans le délai constitutionnel. Mais quand vous prenez une décision politique, sans qu'il y ait un suivi financier, c'est pourquoi nous disons l'organisation des élections est établie sur deux approches, approche technique et politique. Le politique, c'est comme un enfant qui demande à son papa, son père qui est fonctionnaire, donne-moi l'argent, achetez-moi la voiture, en oubliant que son père est un fonctionnaire. Et c'est comme le politique. Le politique a dit nous voulons les élections dans le délai constitutionnel. Aucune famille politique, aucun partenaire technique, aucun membre de la communauté internationale avait déjà déposé l'argent pour qu'on organise les élections dans le délai constitutionnel, c'est-à-dire dans le calendrier, le 27 novembre, convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle. Déjà au mois mais il y avait un problème, d'autres voulaient qu'on commence les élections par les locales, l'urbaine. Déjà au mois d'octobre ici, il devrait y avoir les élections locales. On ajoute aussi également la même question, savoir est-ce que la CENI ne pouvait pas être réaliste, connaissant la réalité du pays, proposer un calendrier qui tienne en compte les réalités et propose un budget réaliste. Madame, quand on élabore un calendrier électoral, on doit tenir compte de deux facteurs, du point de vue planification, facteur temps et moyens financiers. CENI a fait en fonction du facteur temps, mais le CENI n'avait pas le moyen financier. C'est la date du 7, le 7 octobre, quand la CENI fait un commentaire, un communiqué, qui dit qu'il fait un démenti qu'il n'a pas l'argent. Dans ce communiqué, la CENI dit que je n'ai pas eu de versement substantiel pour organiser les consultations électorales dans le délai. Le 7 octobre, c'est grave parce que l'élection de 2016 de l'année prochaine, l'élection présidentielle de la députation nationale, devait déjà se faire préparer au mois de mars, avril, mai, juin, juillet de 2015. Et nous sommes aujourd'hui au mois d'octobre. Le 7 octobre, CENI n'a rien. On n'a pas vu la communauté internationale dire que nous avons déjà versé l'argent chez vous. Le gouvernement qui dit nous avons cherché l'argent chez vous, la CENI dit non, vous n'avez pas versé. Le gouvernement dit chaque mois je verse 20 millions de dollars chez vous. Mais le ministre Bat, il a confirmé ici, sur ce plateau. Mais la CENI dit que nous voulons une table, une séance de clarification. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes maintenant devant un ping-pong électoral. La CENI envoie chez le gouvernement envoie chez nous. Moi, je crois que devait aussi CENI envoyer le ping-pong chez la communauté internationale pour dire, vous me demandez de faire des choses dans les délais. Mais alors, pourquoi ce jeu de ping-pong? Mais c'est ça la question. Parce que maintenant, qui doit dire vrai à l'opinion congolaise que ce serait difficile d'organiser les élections dans le délai constitutionnel? Vous l'avez donné quoi? Parce que nous sommes des responsables de famille. Vous quittez la maison, vous voulez manger bien, vous le c'est le glissement. C'est le glissement. C'est difficile ou impossible d'organiser les élections de ce jour jusqu'au délai constitutionnel? Madame, dans une réflexion qui est sortie à la presse,
moi, en tant qu'expert, j'ai fait un diagnostic pour dire, nous avons la chance du mois d'octobre, novembre et décembre, les 3 mois ici, si nous pouvons capitaliser pour qu'on mobilise les élections, que les élections aient lieu dans le délai constitutionnel. Passé décembre, madame, si rien n'est fait, que ce soit la majorité, l'opposition, la communauté internationale, les partenaires techniques et financiers, celui qui va encore chanter que l'élection va se tenir dans le délai constitutionnel est en train de distraire l'opinion. Quand vous parlez des élections, là, vous faites allusion à quoi? Aux législatives et à la présidentielle ou tout le processus, à commencer par les locales et jusqu'au niveau présidentiel? Mais c'est le processus électoral. Parce que le processus électoral est financé dans une enveloppe globale. Ici, on devait faire la part des choses. Et les amis et les partenaires techniques et financiers disent non, nous n'allons pas financer vos histoires là locales. C'est votre affaire, ça relève de la souveraineté, c'est votre. Ils n'attendent que la présidentielle et les législatives. Mais vous allez sortir l'argent quand? Parce que si l'argent sort déjà janvier, février, c'est déjà en retard. Vous n'allez pas organiser les élections techniquement au mois de juin, au mois de décembre. Techniquement, vous n'allez pas le faire. Parce que maintenant, vous allez le faire comment? Qu'est-ce qui bloque? Si nous étions dans un environnement normal, on allait en comprendre. Nous voulons aller aux élections. Avec quel support? Avec quel fichier électoral? Le fichier électoral que nous avons, l'importance du fichier électoral, c'est quoi? Dans tout pays, on a connu de recensement. On ne recourt pas au fichier électoral. On va prendre les données démographiques, les résultats du recensement. Le Congo a organisé les élections en 1980, le recensement en 1984. De 1984 jusqu'à nos jours, ça fait déjà 3 décennies. Nous ne connaissons pas. Vous avez refusé l'ONIP, alors venez pas vous plaindre. Non, ça c'est un autre débat. Mais non, c'est pas un autre débat. L'ONIP était mieux placé pour procéder au recensement et avoir une idée sur le nombre de la population qui pouvait bien élire. Bien sûr. Comment on peut revoir aujourd'hui le fichier électoral? Oui, le fichier électoral tel qu'il est. Parce que d'abord, décrivons-le. Notre fichier électoral représente quoi? Le rapport de la Commission électorale nationale indépendante, rapport national, juin 2014, mai 2015, ce rapport, la CENI a déposé ça à la représentation nationale, en date du 10 juin. Vous ouvrez page 22, la CENI qualifie de notre fichier électoral un fichier électoral inadapté. Page 23 de ce même rapport, la CENI dit que les données démographiques qui sont le corps électoral ne renferment pas toutes les données démographiques sur l'ensemble du territoire. D'autres données n'ont pas pu être comptabilisées du fichier électoral. L'opinion et la classe politique qualifient le fichier électoral corrompu, pollué. Et maintenant, nous posons la question. Nous allons maintenant intégrer, selon le législateur congolais, le nouveau majeur et la diaspora dans quel fichier électoral? Le fichier qui est inadapté, qui ne contient pas toutes les données démographiques, qui est un fichier qui est corrompu, si telle est la volonté de la classe politique, majorité, tout en sachant que quand nous allons introduire les nouveaux majeurs dans un fichier corrompu, les listes électorales seront aussi corrompues, parce que ce n'est pas à partant des listes électorales qu'on parvient à faire la fraude électorale. Si nous introduisons la diaspora, ça va poser des problèmes. Quelle option? Si la classe politique congolaise dit que nous devons courir derrière le temps, nous devons respecter le délai constitutionnel, on accepte, on part avec le fichier électoral corrompu. Mais si on dit, nous devons mettre du toilettage, faire le travail. Mais pourquoi vous parlez des corrompus? Mais c'est l'opinion, c'est pas moi. C'est l'opinion qui qualifie. Mais c'est vague, c'est vague l'opinion. C'est un fichier électoral corrompu, c'est Il ça y a un audit externe qui est fait avec l'OIF. Vous faites partie intégrante de cette équipe-là. On a vu les gens de l'OIF venir travailler avec la CENI, la majorité et l'opposition, pour justement essayer de fiabiliser ce fichier électoral. Non, c'est pas suffisant. L'OIF n'a pas fait l'audit du fichier électoral, il a fait un travail partiel. L'OIF était buté par une difficulté du fait de voir les données qui renfermaient notre serveur, notre centre national de traitement des données, les logiciels de bureau de vote, les logiciels des électeurs. C'était flou. C'était flou, madame. Pourquoi l'OIF aurait suggéré à ce qu'on fasse un nouveau terme de référence pour qu'on puisse débloquer une cagnotte de plus de 35 millions de dollars pour faire le travail et faire l'audit biométrique pour élaguer. Parce que l'OIF a vu, c'est le chantier de 10 millions d'électeurs, où il a vu dégager 450 000 doublons. Mais si on part dans la logique de l'OIF et qu'on puisse élaguer les doublons 450, il y aura aussi un problème politique. Les provinces qui avaient l'habitude d'avoir 50-60 députés, il faut en avoir moins. Le corps électoral, le quotient électoral va être encore réduit et ça aura des répercussions. Maintenant, mais comment faire?
comment faire et que faire d'ici là. Un nouveau fichier. Nous avons compris la difficulté qu'il y a avec le fichier électoral. Nous revenons sur le besoin d'organiser les élections dans les délais constitutionnels de aujourd'hui à demain. Que faire, Jérôme? Vous ne répondez pas à notre question. Parce que nous devons passer tout d'abord par les préalables techniques. Il faut seulement le fichier électoral. Parce qu'un expert électoral avéré et sérieux, il peut vous dire, pour monter un nouveau fichier électoral, dans un pays où on doit partir de zéro, parce que certains compatriotes disent on peut mettre dans 6 mois, oui, je suis d'accord avec vous, avec eux, on peut mettre un nouveau fichier électoral dans 6 mois, s'il existe encore des données. Mais chez lui, il n'existe pas. On doit faire reconstruire un fichier électoral à zéro. Dans l'une de vos analyses, donc, ça fait 22 mois, ce que nous avons, peut-être dans notre comportement, mais il y a aussi un problème de la diaspora. Les législateurs congolais, après, à lever l'option que la diaspora congolaise, nos compatriotes de la diaspora, puissent être enrôlés. Mon frère, vous devez vous mes soeurs, on donne les enrôler dans des poules, pour les États-Unis, pour l'Asie, pour l'Europe, pour l'Afrique. Ça prend 8 mois. Moi, j'ai mis le minimum, mais un expert vraiment qui peut bien déterminer cela, ça doit nous prendre pas moins de 2 ans. Et tout ça, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Comment vous répondez à la question? Comment s'en sortir? Est-ce que l'idéal, je ne sais pas, la proposition du dialogue ne conviendrait pas dans ces cas parce que les délais, au regard des éléments techniques que vous fournissez, il sera difficile d'avoir des élections crédibles, non contestées, si jamais ils sont organisés dans ces circonstances? C'est pourquoi, madame, il y a un raccourci. Et quand j'ai fait dans mon analyse, j'ai dit, le processus électoral congolais est au bord de la dérive. Mais il y a encore de l'espoir. Cet espoir réside sur les 4 prémices électorales. La première prémisse, c'est l'émergence d'un consensus électoral large et solide qui est le fruit d'un dialogue politique. De 2, réaménagement du calendrier électoral en intégrant les nouveaux majeurs et les Congolais de la diaspora. De 3, l'audit du fichier électoral. De 4, il faut faire un mécanisme de sorte que quand nous allons faire ces élections, nous allons introduire un nouveau fichier électoral. Et dans tout ça, vous êtes sûr que nous allons rester dans les délais constitutionnels pour organiser ces élections? C'est pas évident. C'est exclu. Mon cher, vous me posez la question. En 2011, ça c'est le 29 mars. Je crois que Papa Caméra va nous montrer. On a écrit prédiction d'un expert. 2011, voici pourquoi il n'y aura pas élection. Ça c'est Jérôme Bonso. 29 mars. J'ai dit dans ma conclusion, vous ne devons pas aller aux élections le 28 novembre 2011. Il faut reporter aller au mois de mars ou au mois de juin 2012. Pourvu que les élections puissent apporter des résultats qui seraient acceptés par tout le monde. Mais tout le monde, personne n'a accepté cela. C'est 2011. On a déjà vu ça. Le document est là. Oui. Nous sommes allés à Addis Abeba sur invitation de l'Union africaine. L'Union africaine a invité, en 2011, il y avait 11 candidats. Chaque candidat devait envoyer 4 délégués. Nous étions à Addis Abeba. Du 26 au 27 septembre, avec tous les candidats là-bas. Nous avons parlé. Moi, j'ai pris la parole pour dire l'Union européenne, l'Union africaine, vous endossez la responsabilité. Quand les conditions techniques ne sont pas réunies, nous ne devons pas aller aux élections le 28 novembre, parce que le politique a dit, nous devons aller, quel que soit le problème, pour éviter le problème du délai constitutionnel. Et le résultat, quand on a publié les résultats, tout le monde a qualifié les résultats électoraux de 2011 chaotiques. Tout le monde et personne. Et c'est de là que j'ai pris encore le courage, dans une réunion avec tous les partenaires techniques financiers, je leur avais dit... Il a une documentation. Nous avons tous échoué aux élections, il faut maintenant négocier, il faut faire le dialogue. C'est pour vous dire, aujourd'hui, du point de vue organisationnel, du point de vue technique, parce que tout le monde veut qu'on puisse arriver aux élections apaisées. Mais avec quel fichier? Vous allez sur la diaspora, vous connaissez la problématique d'enrôlement de la diaspora. Nos ambassades ne maîtrisent pas combien de Congolais. Je suis allé en Suisse, j'ai demandé à notre ambassadeur à Berne, combien sommes-nous? Non, je ne connais pas vos compatriotes. C'est quand ils sont décédés, on m'amène le corps pour enterrer. Mais quand vous allez chez d'autres, ils mettent le doigt sur le tête. On a les chiffres. Même ici chez nous, nos parents qui sont polygames ont difficile parce qu'ils n'ont pas de pièces qui contiennent les noms des enfants. Ils appellent chaque maman pour dicter les noms de ses enfants pour qu'on puisse les enregistrer. Voilà la difficulté qui est la nôtre. Et à tous les niveaux. Mais ici, en matière électorale, on a besoin du recensement, on a besoin de maîtriser le corps électoral en partant de nombre de la population par province et par entité. Mais quand vous Allez-y, madame. Allez-y. Non, je voulais dire, quel schéma idéal pour minimiser le coût des élections? Le schéma idéal, le coût des élections, parce que nous avons organisé les élections en 2006 et en 2011. Tous les matériels que nous avons utilisés n'étaient pas à usage unique. Oui. On devait garder.
Mais quand vous prenez... Ils sont où? Oui, mais lisez ces rapports. Ces matériels sont où? Oui, dans ce rapport, tout est parti. Inexistant. On est en train d'incinérer d'autres ressources un peu plus utilisées par la CENI. Il y a eu 320 valises satellites. Est-ce qu'on doit incinérer ça? Il y a une mission des Nations Unies qui est descendue dans tous les coins les plus reculés pour chercher le matériel et reconstruire et diminuer le coût. On n'a rien trouvé. Même les amis qui disent le recensement, de 6 mois, s'il y avait des matériels, il n'y en a pas. Il faut commander quand on commande. Et ça prend du temps. Vous ne pouvez pas commander sans faire appel d'offres que la loi vous dise, il faut 2 mois. Commander 5 mois, ainsi de suite. Et le recensement proprement dit. Si je comprends votre analyse, sinon ce sont des pistes et des solutions que vous offrez à la nation, Jérôme, nous avons en même temps la difficulté liée au temps, la difficulté liée aux moyens, et vous évoquez une piste de sortie, le consensus électoral. Quand vous dites consensus électoral, quel est le contenu que vous donnez au consensus électoral dans les contextes actuels? Le contenu, c'est le contenu électoral. Les experts, nous avons produit un document. Voilà, pour avoir un fichier fiable qui donne la chance à tout le monde de gagner les élections, nous devons monter un nouveau fichier. Ça nous prend combien de mois? 22 mois, selon l'étude. Mais l'autre dit non, ça peut nous prendre 18 mois. Comment on peut réduire, on dégage un consensus là-dessus. Nous avons le problème de la diaspora parce que c'est une exigence du législateur congolais. On ne peut pas dire non parce qu'on n'a pas le temps, on doit l'impliquer. Le recensement du diaspora. Moi j'ai dit 8 mois. Eh ben, il y a d'autres qui disent non, 8 mois c'est peu. Il faut aller recenser les Congolais en Afrique. En Afrique, et là en Europe. Il y a d'autant de problèmes. Et ça va nous prendre combien de temps? Et tout ce temps, on capitalise. Le souci, c'est d'avoir les élections, les listes électorales fiables. Vous êtes un expert, on sait que vos chiffres sont quand même assez fiables. Vous avez eu à travailler sur ça. Il faut carrément nous le dire. Jérôme Bonso, il a l'inégalité pour le glissement. Oui. Dites-le nous. En matière technique, il n'y a pas le mot glissement. En matière technique, il y a un mot d'améliorer le processus. C'est aux politiques qui peut prendre le terme glissement. Bon, et techniquement, qu'est-ce qu'il faut dire? Techniquement, nous devons nous conformer aux aléas techniques pour dire qu'il faut construire un fichier normal, un fichier électoral fiable. Il faut reporter. Il prendra beaucoup de temps. Tu prendras beaucoup peu. Tu peux prendre beaucoup peu. Si la volonté politique y est, on dit non, on doit mettre peu de temps, mais à condition que nous pouvons avoir ce qu'on appelle un défi d'acceptation des résultats. Nous nous engageons, nous n'avons pas de temps, parce que nous devons faire face au délai constitutionnel. Allons-y. Si la confiance, parce que le problème c'est quoi? Ce qui détruit le processus électoral, c'est crise de confiance. Il y a la méfiance totale. La méfiance est totale. Aujourd'hui, moi, je parle du problème du fichier électoral. Certains pourraient dire non, Jérôme roule. Mais en 2011, j'ai roulé pour le même fichier électoral. En 2011. Vous avez peur de vous afficher par rapport à la problématique du glissement? Non, mais non, pas peur. C'est au prérogative de prendre le temps. Monsieur Jérôme. Pardon, Blaise. Vous êtes technique. Et vos arguments peuvent faire valoir pour la prise des décisions de la part des décideurs, des politiques. Donc, les constats, vous l'avez dégagé. L'état des lieux a été fait. Il n'y aura pas élection. Pas possibilité d'avoir des élections apaisées dans les délais. Il y aura glissement électoral. Qu'est-ce qui fait peur? Ce qui fait peur, c'est quoi? Aujourd'hui, moi, en tant que technicien, je ne peux pas donner la coupe. Parce que le dialogue, pourquoi nous comprend? Il s'avère que autour d'une table, les Congolais peuvent dégager un consensus pour dire allons avec ces fichiers-là. Et moi, techniquement, c'est moi je vais devenir. Pour dire, moi, je vous ai proposé d'aller au-delà. Non, c'est à eux de lever l'option. S'ils lèvent l'option que nous allons faire le glissement, on prend acte. S'ils lèvent l'option non au glissement, c'est question de vie ou de mort. On reste avec l'ancien fichier. On reste avec l'ancien. Très bien. Avec quelles conséquences? C'est la frustration, c'est la violence. C'est la violence. C'est que nous ne voulons pas. De la part de qui? Parce que de l'opinion, de frustrés. Parce que chaque candidat. Mais si on explique bien à cette population qu'on est dans la possibilité technique de mieux organiser les élections, pourquoi il y aura violence? Ça, c'est vous qui le dites. Chaque candidat a son agenda. Vous savez, les élections, chacun a son agenda. Le partenaire technique et financier ont leur agenda. Parfois, certains d'entre eux font des élections de business pour dire qu'il faut que les élections arrivent même dans 6 mois, que je fasse l'argent et je pars. Cet homme, cette femme ne peut pas accepter que vous veuillez parler de technique ou autre. On met ça de côté. L'homme politique qui a son agenda, qui veut mettre le tout en moule, il va dire non, le discours c'est celui-là. C'est le même discours qu'ils ont fait en 2011. Tous ont battu campagne en 2011, tout en sachant qu'on allait se cogner. Tout le monde s'est entêté en 2011 la bataille de campagne. Mais aujourd'hui,
En 2011, nous n'avons pas assisté à ce qu'on appelle la courtoisie électorale. La courtoisie électorale consiste à ce que le candidat perdant présente les félicitations au gagnant. Mais nous, en 2011, nous avons assisté 2 candidats prêter serment dans un même pays. Vous trouvez ça normal? Mais si nous allons partir avec ces fichiers, avec ça, nous aurons même 5 candidats prêter serment. Et quelle humiliation! Ce n'est pas notre souhait. Non, ici, nous jouons aux sapeurs-pompiers, on ne veut pas allumer le feu. On a consacré longuement le chapitre consacré aux élections dans cette émission. Jérôme Bosso, nous évoluons. Nous avions bien compris que pour vous, en tant que technicien, les élections n'auront pas lieu dans les délais constitutionnels. Et nous utilisons le terme de politique qui parle des glissements. Donc, il y aura glissement électoral dans notre pays. Prenons l'autre point d'actualité, c'est bien la nomination du nouveau représentant spécial et du secrétaire général des Nations Unies, en la personne de M. Maman. Il remplace à ce poste M. Kobler, qui est arrivé au terme de son mandat. La nomination d'un Nigérian à la tête de la MONUSCO, cette proximité géographique, vous croyez qu'elle est bonne pour la République démocratique du Congo? Je salue tout d'abord la nomination du nouveau représentant spécial du secrétaire général dans notre pays, parce que mon organisation, la Linélite, à son temps, avait fait un plaidoyer auprès du secrétaire général des Nations Unies pour que, quand nous sortions de Sun City, pour que le secrétaire général puisse avoir son représentant spécial civil, pas militaire, avec des thèmes de référence précis pour faire le travail. Et c'est là que nous avons assisté et salué l'arrivée de son premier représentant, oui. Kamel Morjan, oui. Ancien ministre des Affaires étrangères de Ben Ali en Tunisie, et d'autres jusqu'au swing, ainsi de suite. Le monsieur est arrivé. Non, on ne doit pas se leurrer. C'est un Africain quand même. C'est un Africain, mais il va travailler sur les normes et procédures des Nations Unies. Ça ne va pas les différencier. C'est ça qu'à son temps, on avait. Si aux États-Unis, il y a un républicain, nous, Congolais, nous serons à l'aise. Non, il faut un démocrate, nous serons à l'aise. Non, c'est lui qui arrive, il fait la politique des États-Unis. Tout celui qui vient, il va travailler avec l'agenda des Nations Unies. Il ne va pas travailler avec sur l'agenda de l'Union africaine, ni sur l'agenda de la République démocratique du Congo. Mais ce que nous pouvons dire, nous pouvons, dans le mental de Congolais, le Congolais accepterait peut-être de collaborer, d'offrir toute sa collaboration, pleine collaboration à l'Africain, parce que l'Africain peut aussi comprendre ça, mais ça ne changera absolument rien. Mais qu'est-ce que vous attendez de M. Maman? Le M. Maman arrive au pays au moment difficile, comme son prédécesseur a laissé, parce que l'année passée, je voyageais, je venais de Rome, je fais à Istanbul, je croisais Kobler qui venait aussi de Londres, je lui ai posé la question, d'où venez-vous, M. Martin Kobler? Non, je viens de Londres pour mobiliser l'argent pour les élections congolaises. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle, mais les partenaires hésitent encore parce qu'ils n'ont pas encore vu clair du côté Galandé, ainsi de suite. Et avec l'arrivée de celui-ci, parce que le partenaire technique et financier et la communauté internationale n'ont pas donné aucun sou à l'heure qu'il est, ils vont donner. Ils ont fait des promesses. Parce qu'en comptabilité, on ne peut pas passer les écritures sur base de promesses. On passe les écritures sur base de rien. Mais ils ont fait des promesses. En disant que c'est une promesse, s'ils arrivaient en retard, ça ne servirait plus à rien pour dire « j'ai laissé l'argent, préparez-moi ». Ça sera tard. Et tout le monde devrait prendre acte à ce moment-là que c'est de notre faute à nous tous. Parce que le processus électoral congolais, la communauté internationale fait partie prenante de ce processus. Nous allons nous endosser, nous partager la responsabilité. Mais à présent, nous pensons qu'il va prendre son bâton de pèlerin pour monter, sillonner les capitales occidentales et d'autres capitales africaines, pour mobiliser le fonds, parce que vous savez, les élections de 2006, c'est la mission des Nations Unies qui avait contribué à hauteur de 80%, mais avec sa présence, on va faire, mais jusque-là, hésitation. Mais je pense, quand nous allons le rencontrer, nous allons dire, il faut avoir un langage, pas tellement diplomatique, un langage direct, pour faire voir que si l'argent n'arrive pas à temps, pour les Congolais, le processus électoral, les élections... Est-ce que la culture électorale du Nigeria, en fait, je ne sais pas, la maturité acquise au Nigeria ne va pas prévaloir à son mandat pour qu'il accélère aussi à sa manière, nous accompagner dans cet élan? Si c'était sur ce critère, il n'allait pas être désigné ici. Et ça, je vous l'ai dit. La culture électorale nigérienne n'est pas, du moins si c'était Sénégal ou Ghana, d'autres pays de référence de culture démocratique. Non, si c'était sur ça, lui on l'a appris en tant qu'ancien fonctionnaire, il a beaucoup travaillé dans les organismes internationaux. Il était ici dans les Save Children. Il a travaillé, ce n'est pas par rapport à son pays. Il y a d'autres pays africains, on ne peut pas citer les noms, ils n'ont pas une référence. Elisa, une question. On vous entend parler, on a l'impression, vous avez dit, en 2006, certes c'était la communauté internationale à plus de 80%, en 2011 c'était... C'est le gouvernement.
c'est le gouvernement de la République. Est-ce qu'avec cette stabilité du cadre macroéconomique, avec tout ce qu'on voit comme innovation, est-ce qu'on a besoin encore de cette communauté internationale pour mieux organiser nos élections ici? Non, on a besoin on peut s'en passer, quand même. Non, on a besoin de tout le monde. Les élections de 2011, le gouvernement avait supporté plus de 80, le 20% de la Parce qu'ils commencent à internationale. faire quand même ce dictat, ils commencent à nous imposer leur façon de voir les choses. Oui, c'est à nous d'utiliser une diplomatie stratégique. Le déploiement de matériel. Quand nous parlons de kits, qui va déployer? C'est la MONUSCO. C'est la MONUSCO qui va déployer. Les kits, quand j'ai dit les kits, ça posé des problèmes parce que les kits, quand on les commande, on ne va pas faire ça sur l'ensemble du territoire national. On va faire poule par poule. Là, en 2011, c'est les Togo qui nous avait prêté 2000 kits. Et nous avons abîmé, nous avons payé, nous avons remboursé son argent. Qui nous avait prêté. Et c'est l'Angola qui nous avait envoyé quelques avions pour déployer le matériel. Mais si aujourd'hui on s'en passe de la communauté, c'est tout un problème. C'est à nous de voir la communauté internationale fait partie du procès électoral congolais. Et une des résolutions du Conseil de sécurité fait enjoint à toutes les nations d'assister à tout pays qui organise les élections, et par conséquent, parce que les élections constituent une voie privilégiée des résolutions pacifiques de conflits, et nous sommes membres de la communauté internationale. Ça leur donne ce droit de regard ou de dictat parce qu'ils assistent, ils doivent imposer leur façon de faire. Une personne peut accepter d'être imposée, nous sommes un État. Mais pourtant, c'est ce qui est fait. Peut-être vous parlez de Martine Kobler, je crois que ça a été ce pomme de discorde avec l'actuel gouvernement parce qu'il a essayé pour certains d'outrepasser ses droits. Parce que nous voyons au départ comme on avait main vide. Parce qu'on n'avait pas, si on n'avait pas, comme en 2011, quand le gouvernement a mis des moyens, le communauté internationale a croisé les bras, si on avait mis des moyens au niveau de la CENI, on n'allait pas connaître ça. On n'allait pas connaître ça. C'est ça question, un petit rapport de force. Mais nous pensons que si nous allons nous mettre autour d'une table, autour du dialogue, dégager un consensus, on va dire au gouvernement, mobiliser l'argent, essayer de réduire les frais de mission, et ainsi de suite, mobiliser l'argent pour verser à l'organisation des élections, et on peut s'en sortir. Monsieur Jérôme, vous êtes pour ou contre le dialogue? Dites-le nous. Moi, je prêche pour le dialogue. Mes collègues de Tunisie viennent d'avoir pris pour le prix Nobel. Ah, vous rêvez d'un prix Nobel. Non, je ne rêve pas. D'accord, les organisateurs vous ont suivi. Monsieur Jérôme, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous remercions très sincèrement d'avoir répondu à notre invitation. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette émission, monsieur Jérôme? Ce qu'on peut retenir, que cette émission, c'était au moment où monsieur le président de la CENI vient de présenter sa démission, qui va encore créer un peu de suspicion dans le chef des acteurs politiques et des organisations de la société civile. Ce que nous pouvons retenir est que le processus électoral congolais est au bord de la dérive. Nous devons la sauver. Pour la sauver, il faut un dialogue politique. Par le dialogue politique, on peut dégager un consensus qui puisse donner la chance à tout le monde pour que nous puissions arriver aux élections apaisées, pour qu'il n'y ait pas de violence. En 2006, il y a eu violence, perte de vie humaine. En 2011, violence. Ne donnons pas l'image à l'opinion congolaise que les élections, on fait les élections, il y a toujours perte de vie humaine. À ce moment-là, on risquerait de ne plus avoir vers naître la culture démocratique, mais plutôt la culture de violence pour prendre le pouvoir. C'est ce que nous condamnons. Merci, monsieur Jérôme, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Élisée Odia de Congo Web TV. Merci à Irène Makindou de RTVS 1. Merci à Esther Abedi de Africa TV. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous aurons l'occasion de vous retrouver prochainement avec la même détermination. Bonjour, c'est vous.